Bonsoir. Bonsoir. Je suis Emmanuel Davidenkov, directeur de la rédaction de l'Étudiant, qui est partenaire de cette cité. Je vais avoir à la fois l'honneur et le plaisir de vous accompagner pendant ces 2 heures d'un des derniers débats de cette cité de la réussite. Vous savez que le thème général de la cité, c'était tout réinventer. Et le titre, c'est tout réinventer ou pas. C'est un débat, donc ça veut dire qu'il y aura un échange avec les étudiants qui ont préparé cette discussion. Un certain nombre d'entre eux sont présents. Je leur donnerai la parole, mais je vous donnerai également la parole afin d'échanger avec nos 3 invités. Vous le savez, tout réinventer ou pas, ce thème, nous allons l'aborder au fond dans 3 registres. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas que ces registres se présentent de manière distincte, c'est évidemment de regarder comment ils s'articulent, comment ils se marient, quelles tensions s'instaurent entre eux, le registre social, le registre scientifique et le registre spirituel. Il a été président d'Emmaüs France, il a été haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire également à la jeunesse. Il est président désormais de l'Agence pour le service civique. Il a publié notamment La Chaumarde et le haut-commissaire. Je vous demande d'accueillir M. Martin Hirsch. Je citais La Chaumarde et le haut-commissaire, qui est le dernier livre publié, c'était chez O Éditions. Précisez que vous nous faites l'amitié d'être présent, alors même que demain matin à l'aube, vous devez rendre un nouveau manuscrit qui va sortir dans peu de temps chez Grasset et qui racontera une période récente de votre vie. On ne va pas en dire plus pour l'instant. Il est président de Biotics International, c'est un scientifique de renommée mondiale. Vous avez peut-être lu il y a fort longtemps L'homme symbiotique, c'est un livre qui avait eu un succès énorme. Le dernier ouvrage qu'il a publié s'intitulait 2020, les scénarios du futur, c'était chez Fayard. Il publie dans quelques jours, ce sera le 5 mai, et l'homme créa la vie dans cette très belle nouvelle maison d'édition qui s'appelle Les Liens qui libèrent. Biotics International étant, j'ai oublié de le dire pour ceux qui ne le sauraient pas, une société de conseil spécialisée dans les convergences technologiques. Je vous demande d'accueillir M. Joël Deronet. À l'âge de 21 ans, il a rejoint la congrégation des frères de Saint-Jean. Il est philosophe, il est théologien, il a beaucoup pensé la question du travail, la question du management, la place de l'homme dans l'entreprise, la place de l'homme tout court. Il a notamment publié chez Éphèse Éditions un livre intitulé L'homme fragile. Je vous demande d'accueillir notre 3e intervenant, frère Samuel. Avant de passer la parole aux étudiants, je déteste dire le panel, ça fait vraiment les étudiants qui ont préparé ce débat plus spécifiquement, mais vous l'avez peut-être tous préparé puisque vous saviez que vous viendriez ici ce soir en Sorbonne, donc on vous donnera la parole également. Simplement un petit tour de table où je vais demander en 3-4 minutes à chacun de nos intervenants de dire comment il saisit ce sujet qui est tout de même extraordinairement vaste, tout réinventé ou pas. Peut-être Martin Hirsch, commençant par vous, qui venait de... À froid, c'est pas très facile, mais non. On va essayer de 2-3 petites idées. La première, en ayant la responsabilité des jeunes pendant les 18 derniers mois, le raisonnement que je faisais était le suivant. Finalement, les jeunes, on leur reproche de ne pas être suffisamment adaptés au moule de la société. On leur dit, si vous y êtes tout bien comme il faut, dans la bonne direction, dans les bonnes directions que nous avions tracées, vous vous retrouverez effectivement dans une position peut-être semblable à la nôtre, disions-nous, nous qui ne sommes pas très jeunes. Et j'ai toujours trouvé très curieux qu'on demande aux jeunes de rentrer dans un moule qui est un moule qui, quand même, très objectivement et très calmement, se fissure de tous les sens. Il se fissure spirituellement, il se fissure socialement, il se fissure économiquement, il se fissure écologiquement. Et je commençais, et j'aimerais continuer, à faire en sorte qu'on inverse un peu les choses. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne suis pas complètement hors sujet, c'est-à-dire que plutôt que de demander aux jeunes générations de venir s'adapter à ce moule, ce qu'elles font finalement au bout de quelques temps, de chercher à travailler avec elles sur quelle serait la société dont ils auraient envie dans 20 ou 30 ans. Pas de manière démagogique, mais en essayant de gérer les contradictions qu'on a chacun d'entre nous, où on veut peut-être plus de loisirs et plus de travail, où on veut plus de liberté de transport et moins polluer, etc. Mais de travailler avec ces contradictions-là pour faire en sorte qu'on puisse dire aux responsables politiques des générations plus élevées
plutôt que de continuer à reproduire ce moule, essayer de l'adapter à ce que sont les aspirations de la génération actuelle. Et quand on interroge la génération actuelle, d'ailleurs, sur les débats comme les débats sur les retraites, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. J'aurais aimé, mais je n'ai pas eu le temps, faire en sorte qu'on reconstitue un vrai parlement des jeunes, parce qu'il y a une sorte de conseil représentatif de la jeunesse, mais quand il désigne un représentant, c'est un type qui a fait Sciences Po Paris, qui est sympathique comme tout, mais qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la jeunesse. J'aurais adoré pouvoir reconstituer, j'espère que mon successeur le fera, un conseil représentatif de la jeunesse qu'on aurait pu consulter sur la question des retraites, parce que c'est des questions qui les concernent complètement. Donc on est en train de jouer le sort des jeunes en le négociant en dehors des jeunes. Voilà une idée de réinvention qui me tient à cœur. La deuxième, sans tenir le micro plus longtemps, c'est que je suis frappé du fait que finalement l'adage « impossible n'est pas français » est un adage que beaucoup s'emploient à rendre faux. Et que de plus en plus, la société fonctionne comme si elle devait convaincre les uns et les autres qu'il est impossible de changer, qu'il est impossible de transformer, qu'il est impossible de bousculer des désordres établis, alors qu'en réalité, il y a toujours des petits chemins par lesquels passer. Et j'ai été frappé au cours de mes 13 années de militantisme à Emmaüs que de voir que celles et ceux qui avaient le plus la volonté de frayer les chemins nouveaux étaient justement celles et ceux qui, a priori, étaient dotés de moins de moyens, moins d'armes pour se diriger dans le monde, et qu'on pouvait s'appuyer sur à la fois cette énergie et cet aspect de ne jamais renoncer pour effectivement pouvoir, alors on peut fonctionner par des programmes expérimentaux, on peut aller chercher des consensus là où ils n'arrivent pas à se nouer, on peut trouver toute une série de voies parallèles, de chemins de traverse pour essayer, me semble-t-il, d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Voilà les deux petites idées. Merci pour ce cadeau. Vous avez dit bousculer, alors j'ai mal entendu. Les désordres établis. On est d'accord, hein, c'est pas un lapsus. Vous pouvez. Frère Samuel, quand il y a quelques minutes on parlait de ce débat, vous m'avez dit oula, tout réinventer. Je voudrais quand même commencer par dire que de mon point de vue, on ne peut pas tout réinventer. En fait, c'est l'expérience de l'entreprise qui m'a montré ça. C'est-à-dire que il faut d'abord accepter les endroits où on n'a pas de marge de manœuvre. Et il me semble que nous, les générations qui avions rêvé tout réinventer, nous avons fabriqué des structures contraignantes absolument terribles. Peut-être parce que nous pensions tout réinventer en changeant les structures. Je suis persuadé que la réinvention ne se fait pas du côté des structures, mais du côté des réseaux. Et pour reprendre ce que disait Martin d'une autre manière, la jeune génération arrive dans un monde hyper structuré, pas toujours dans le sens de la créativité, de l'inventivité, de l'accueil des libertés, s'encaisser cette structure, faire avec, et se demander ensuite là-dedans qu'est-ce que je peux réinventer, c'est mieux que de partir la fleur au fusil et que de se prendre un mur qui est au fond que je ne suis pas certain qu'on soit dans un monde qui aime beaucoup l'invention, vu le profil qu'il est en train de prendre, pas simplement en France, mais le profil de la mondialisation à l'échelle planétaire n'est pas actuellement encore un profil d'hypervalorisation des phénomènes créatifs. Elle ne les empêche pas, mais je pense qu'elle ne le permet que là où les réseaux humains fonctionnent, avec à la fois des idées, parce que je pense qu'il faut une intelligence nouvelle des choses, sinon il n'y a pas de réinvention. Ce n'est pas en remixant les vieilles choses qu'on refait de l'invention. Et puis il ne faut pas simplement une intelligence nouvelle, il faut en plus une espèce d'énergie d'espérance, et ça c'est plus difficile à trouver. On sera amené à en reparler. Énergie d'espérance, on va pouvoir retenir ce mot. Joël de Ronet, pour terminer ce premier tour de table, et je remercie déjà nos deux précédents intervenants pour leur concision qui laissera de la place à l'échange. Même chose en discutant un petit peu, vous me dites oui, bon, mais tout réinventer, on a l'idée de rupture en tête quand on dit tout réinventer, et en fait on ne réinvente pas dans la rupture, ou pas forcément dans la rupture. Alors moi, ce sujet me fascine parce que c'est celui du scientifique, évidemment. S'il ne se réinvente pas, il ne découvre pas, il n'innove pas. Mais c'est celui de la réinvention de notre vie, à chacun d'entre nous, individuelle et collective. Donc il faut ajouter une dimension de durée à la réinvention. Et il y a deux façons, en gros, de le faire. Il y a la rupture, tout réinventer brusquement, une révolution par exemple. Ou bien tout réinventer par évolution, c'est-à-dire en permanence, dans un monde fluide, où on est dans des rapports de flux, c'est-à-dire qu'on se coordonne, la société de l'information dont parlait Samuel tout à l'heure, ce sont des rapports de flux et pas seulement des rapports de force. Les rapports de force, ils s'équilibrent et pour en sortir, il faut une escalade. Tandis que les rapports de flux se régulent les uns par rapport aux autres,
Je suis surfeur, peut-être certains le savent, donc le surf, c'est à la fois la planche, la vague, c'est du fluide. On est dans un monde fluide, donc on peut réinventer en permanence à condition de se co-réguler. C'est pour moi un terme extrêmement important, et cette co-régulation citoyenne, à tout instant, c'est aussi la démocratie, se fonde sur l'information, sur les réseaux, sur l'évaluation de ce qu'on fait. À ce moment-là, on peut réinventer. Je vous donne 2 exemples rapidement. C'est l'artiste et le scientifique. Évidemment, l'artiste, s'il ne se réinvente pas en permanence, il ne crée pas continuellement. Et s'il se recopie, il ne fait pas des originaux, il ne fait que des copies permanentes. Moi, j'ai une chance formidable dans ma vie de gamin. À 10 ans, 11 ans, 12 ans, je revenais de l'école avec mon cartable et je rentrais dans la maison et mon père était toujours là parce qu'il peignait. C'est un grand artiste. Et il était dans son atelier et il m'expliquait ce qu'il faisait. Il disait, tu vois, moi, je me réinvente à chaque tableau. Tu vois, Van Eyck faisait comme ça, Uccello, Carpaccio, Turner, Vuillard, Cézanne, les passages, ben moi, je vais les réinventer pour faire du Gaëtan de Ronay. Donc, je pense que ça, c'est une réinvention permanente qui vous engage à vous auto-créer. Et puis le scientifique, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, si le scientifique ne se réinvente pas en permanence, lui, son équipe et ses publications, il ne crée pas. Je vous donne encore un dernier exemple. Il y avait un dogme en biologie. Le dogme central de la biologie moléculaire dans les années 70. Le dogme voulait dire, 60-70, que l'information va des gènes, l'ADN, vers ce qui transfère l'information des gènes, c'est ce qu'on appelle l'ARN de messager, et vers les protéines qui contiennent le code, traduisent le code de l'ADN. Le dogme, c'était qu'en aucun cas, l'information ne pourrait remonter des protéines vers l'ADN. Ce serait épouvantable pour les déterministes et les darwiniens. Ça voudrait dire que Lamarck avait raison. Le finalisme peut entraîner à modifier une protéine par son environnement et cette information aurait été retraduite dans l'ADN. Et là, il y a un garçon qui arrive, il s'appelle Howard Temin, et il dit non, il y a une enzyme qui s'appelle la transcriptase reverse qui retraduit l'ARN messager en ADN. On réintègre, et alors il découvre évidemment tous les rétrovirus et, by the way, en passant, les trithérapies avec la transcriptase reverse contre le sida. Donc voilà comment lui, Howard Temin, il a réinventé à partir d'un dogme ce qui est devenu un des fondements de la thérapie contre le sida. Et en se réinventant, il a réinventé toute une discipline. Merci. Je vais une question quand même, Martin Hirsch, qui est un peu une question d'actualité. Mais vous avez plutôt géré des rapports de flux ou des rapports de force pendant ces 2 dernières années? Plutôt les deux. Plutôt les deux. Je m'interrogeais en écoutant Joël de Ronay, oui, des rapports de force qui sont... Je pense qu'il ne faut pas les nier, ces rapports de force. Moi, je me suis toujours senti, c'est pas être présomptueux, mais il se trouve que j'ai eu la responsabilité d'Emmaüs pendant longtemps. J'étais pas pauvre moi-même, je ne venais pas... j'avais plutôt les armes pour bien se battre dans la société. Et j'étais frappé de voir que toute une partie de la population, la plus pauvre, n'était pas organisée en lobby, donc était sûre de perdre dans les rapports de force. Et donc de me dire qu'on devait pouvoir les aider à faire en sorte qu'ils ne puissent pas être tout le temps perdants, plumés dans les rapports de force. Donc je pense qu'il est effectivement... oui, j'en ai connu pas mal de rapports de force. Et plus récemment, après Emmaüs? Au gouvernement, oui, c'est un rapport de force permanent, bien évidemment. Non, je vous pose la question parce qu'au moment où vous étiez entré, vous disiez à certaines personnes qui vous interrogeaient sur les raisons de ce choix, vous disiez, mais de toute façon, je vais continuer à faire ce que je faisais chez Emmaüs, gérer des rapports de force, simplement je serai peut-être un peu plus fort à cet endroit-là que si je reste en dehors. Oui, le meilleur moyen de pouvoir, j'allais dire, supporter des rapports de force, c'est de sentir en soi une certaine force de quelque chose qui vaut la peine de se battre pour. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut gagner beaucoup de combats. Merci Martin Hirsch. Oui, Joël de Ronay. Juste pour terminer sur les rapports de force et les rapports de flux, qui est quand même, à mon avis, une illustration de la dimension de se réinventer. C'est que, pour donner un bon exemple de rapport de flux, c'est un réservoir qui se remplit au moment où il se vide. Si vous ajustez le débit du robinet d'entrée et le débit du trou de sortie, vous avez un niveau fixe, mais pas stationnaire. Il n'est pas statique. Il y a une dynamique continuelle dans le liquide qui fait que toutes les molécules changent, ce qu'on appelle le turnover, en fait, comme dans la vie d'ailleurs. Tout se reproduit, tout change. Mais on a
une dynamique du renouvellement du système. Donc tout réinventer dans mon esprit, c'est dans la dynamique de la réinvention permanente et pas seulement dans la rupture, mais la rupture aussi, elle est très importante à certains moments. Merci. Je vous propose qu'on passe la parole aux étudiants qui ont préparé le débat. Je signale qu'ils sont étudiants à l'ESSEC, à l'ESC Rouen, à Sciences Po, à l'ISEG et à l'ISG. Je crois que c'est un étudiant de l'ISG qui va prendre la parole. Je vous laisse vous présenter. Bonjour messieurs, je suis François Guillon, je suis étudiant à l'Institut supérieur de gestion, donc l'ISG. Ma question s'adresse à vous tous. Pensez-vous que dans la France actuelle, il y a un réel besoin d'inventer de nouvelles choses ou de réinventer de nouvelles choses et de nouveaux systèmes également? Alors Martin Hirsch a un peu répondu dans son introduction. Frère Samuel. Inventer des nouveaux systèmes, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment les inventer, parce que je pense qu'on a quadrillé au cours des 3-4 derniers siècles toutes les formes de systèmes possibles et imaginables. Donc en gros aujourd'hui, les systèmes, on les décline. Je ne suis pas sûr que les structures et les systèmes soient véritablement des lieux d'invention et de réinvention. Par contre, c'est vrai, je pense, moi, que la France, elle est totalement en panne de réinvention de son identité. Si on prend réinventer au sens fort, hein, c'est-à-dire... Son identité nationale. Oui, pas que nationale, non. Occupons-nous déjà de l'identité des personnes, on verra si après ça il y a des identités nationales, mais je pense que quand on s'occupe de la nationale, c'est qu'on ne sait plus où sont celles des personnes. Et donc je pense que la réinvention, c'est d'abord ça, c'est redécouvrir. La réinvention, moi j'entends beaucoup d'humilité. Hein. Réinventer, c'est pas inventer, c'est pas créer. Et donc moi j'entends là-dessus humblement redécouvrir. Or je pense qu'effectivement en France actuellement, l'identité de ce pays, l'identité du projet collectif, l'identité est complètement à réinventer, à redécouvrir à frais nouveaux. Je pense même que la démocratie, elle est complètement en panne parce que la démocratie actuelle est une démocratie qui vient d'une période très spéciale d'équilibre entre une société rurale doublée d'une société intellectuelle de type parisienne. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un monde rural. Donc, le rapport à l'espace, le rapport au temps, le rapport au choix, le rapport à l'engagement, le rapport à autrui, il est quasiment d'une autre nature. Le repenser, le formuler, tenir compte de la manière considérable dont les moyens de consommation et de communication ont révolutionné l'existence. Aujourd'hui, on est dans une espèce de logique permanente de surenchère inconsciente du désir. Donc j'allais dire, mes seuls principes d'existence, c'est de consommer urgemment et d'être rapidement satisfait parce que je suis formaté comme ça à longueur de journée. Donc je suis incapable de travailler sur la durée. Pour travailler sur la durée, il faut avoir une capacité d'anticipation à long terme. Donc pour inventer quelque chose qui dure, il faut être capacité de se projeter dans la durée. Qui est capable de se projeter au-delà de 6 mois aujourd'hui ? Économiquement, c'est impossible. Socialement, c'est même pas prudent. Politiquement, je ne sais pas quand sont les prochaines élections, mais c'est avant 6 mois. Donc il reste quoi ? Et donc je pense que là, il y a vraiment des choses, mais c'est de l'ordre de la culture, c'est de l'ordre de l'esprit, oui. Je pense qu'il y a vraiment... Enfin, moi, j'ai été frappé, on est passé par une période, un âge d'or de la pensée en Europe, en Occident, qui commence dans l'entre-deuxième guerre mondiale et qui s'est fini en 1980. Je ne vois pas qui pense philosophiquement et spirituellement dans ce pays depuis 1980. Pardon pour ceux qui sont les penseurs officiels, mais... Camus, à 30 ans, avait écrit des choses majeures. Merleau-Ponty avait écrit des choses majeures. Où sont les auteurs qui, à 30 ans, ont quelque chose à nous dire pour repenser les choses? Je ne le vois pas. Par contre, il y a des scientifiques. Ça, c'est vrai. Pardonnez-moi, quand vous dites 80, vous pensez à la disparition? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec M. Mitterrand. Non, je pensais pas. C'était pour... Sartre, mais Sartre, c'est avant. Ah non, c'est 80. Ah, j'aurais dit avant. Oui. Eh ben voilà. Tout à fait. Mais 80, c'est pas la mort de Sartre pour moi. 80, c'est le moment tout simplement où l'explosion des moyens matériels de communication et de consommation nous ont occupés à 100% du temps et de l'énergie et qu'on s'est mis à fabriquer un monde en arrêtant de penser qui on était dedans. Joël de René. Question passionnante et difficile et réponse prétentieuse. Comment réinventer la France en 2 propositions, par exemple? Moi, j'en ai 2. 3, si vous avez 3, on va les écouter. Je jette carrément à l'eau. De réinventer l'exercice du pouvoir et de réinventer l'éducation. Alors, rapidement, pourquoi? Réinventer l'exercice du pouvoir, parce que nous sommes dans une société jacobine, centralisée, traditionnellement axée sur le roi, l'empereur, le clergé, le Vatican, le prêtre. Les sociétés nordiques sont plus en réseau, les protestants. Il y a plus une cohésion de participation et d'échange. Bon, donc, on est dans un système très centralisé. L'exercice du pouvoir est très descendant, du haut vers le bas. Et les mouvements associatifs, les réseaux existent, et maintenant, la décentralisation administrative ne suffit plus. Ce qui est important, c'est la participation démocratique, ou la démocratie participative, à laquelle nous aident beaucoup les réseaux, et ce que certains d'entre nous avons appelé une co-régulation citoyenne participative, qu'on appelait à l'époque la participation sociale, ou en général la participation ou la cogestion. Mais tout ceci nous laisse entendre que la France a une chance de changer ses rapports de pouvoir à la hiérarchie élitiste
de certains, auto-formés ou auto-élus. C'est-à-dire, ce que je vais employer une petite phrase, je ne sais pas si vous allez... elle est un peu prétentieuse et intellectuelle, mais c'est-à-dire à l'exercice solitaire du pouvoir électif, préférer la pratique solidaire de l'intelligence collective. Voilà, j'ai essayé de sortir ça. Vous allez vous retrouver dans des petits films pour les prochaines cités de la réussite. Au moment où là. je vous le disais, mais je vais le Non, c'est redire bien. parce que j'ai peur de réoublier ce que vous avez dit. C'est-à-dire à l'exercice solitaire du pouvoir électif, en haut de sa pyramide, le président, le Premier ministre, les autres, le PDG, préférons la pratique solidaire de l'intelligence collective. Donc ça, c'est une grande réforme. La seconde, c'est l'éducation. Nous entrons dans un monde complexe. Qui dit complexe, dit interdépendance de multiples facteurs à multiples niveaux. Si on agit sur une cause pour changer un effet, on crée des effets pervers. Or, notre éducation est essentiellement formée sur l'analytique, le séquentiel, le linéaire, les disciplines, les maths, la physique, la géographie, l'histoire, les langues. Très bien. Mais on n'est plus dans un monde taylorien. Et c'est pour ça que les jeunes se désintéressent tellement de toutes ces disciplines et de la hiérarchie des disciplines, des examens quantitatifs, au-dessus de 10 tu passes, en dessous de 10 tu es recalé. Ce qui est important, c'est de comprendre la complexité dans son ensemble pour pouvoir agir sur elle. Et notre éducation est complètement à côté de la plaque. Nous avons besoin d'une éducation systémique, c'est-à-dire par exemple que l'écologie, la biologie, l'économie sont des sciences qui intègrent beaucoup d'autres disciplines. Et par ce biais-là, on peut apprendre plein d'autres disciplines de base, les maths, la physique, mais en commençant par l'intégrale, l'intégration, pas par la différentielle. Merci Joël. On est à noter que ce sont des scientifiques qui ont quand même amené un des changements dans la façon d'enseigner les sciences en France depuis quelques années avec la main à la pâte, puisque c'est une initiative de l'Académie des sciences, de Georges Charpak, de Pierre Léna, absolument, la main à la de pâte, Pierre-Gilles de Gênes, la pratique et pratique de et c'est ce que disait raisonnement tout à l'heure, inductif. quand on discutait un peu avec Samuel, Ouais. c'est de faire participer les jeunes à des projets où ils se heurtent à la réalité du monde qui résiste et ils se posent des problèmes et ils essayent de les résoudre. Mais c'est vrai que ça se fait dans les écoles, mais comme en marge des écoles, puisque ça vient de l'Académie des sciences, ça ne vient pas de l'intérieur de l'éducation nationale. Martin, hier, vous vouliez réagir. Pour répondre à la question, moi je pense qu'il y a des systèmes à réinventer, il y a des choses à inventer, il y a des méthodes pour le faire, à la fois dans le secteur des politiques publiques et de la complexité qu'évoquait Joël de René, et dans le secteur privé et le secteur de l'entreprise. Dans le secteur public, effectivement, on peut se dire, notre génération peut se dire finalement qu'avons-nous à inventer? La Sécu, c'est fait. La démocratie, c'est fait. On peut cocher les cases et se dire qu'on a la panoplie à peu près complète et qu'on peut simplement la faire vivoter. D'autant plus que dans cette complexité, effectivement, transformer quelque chose, le système institutionnel et le système ressemble à un énorme paquet de Mikado, vous savez, où si jamais vous en bougez un, vous faites écrouler tout le système, et donc à la fin, on n'ose plus dans cet empilement d'institutions, de réformes, de systèmes changer, ou bien on le fait avec une sorte de brutalité qui se retourne contre celui qui le fait, et on est revenu à la case de départ. Avec ça, moi, il se trouve que j'ai un début de formation scientifique. Je voulais être chercheur quand j'étais petit, et donc je suis allé jusqu'au début de la thèse en biologie, et à essayer d'inventer des médicaments contre la douleur, sans réussir, et donc je suis parti ailleurs. Mais je me souviens de ces méthodes, je me suis souvenu de ces méthodes expérimentales pour tester quelque chose. Quand on veut mettre un médicament sur le marché, un chercheur, et avec son éprouvette, il a des cellules qui peuvent, mettons, qui cherchent un anticancéreux, des cellules qui se développent de manière anarchique. Il met une substance et tout d'un coup, il stoppe le développement anarchique. Il ne sort pas de son labo en disant « Formidable, j'ai un médicament contre le cancer et je vais le vendre à l'ensemble de la population ». On passe par toute une phase de tests, d'essais, plus ou moins bien faits, mais destinés à vérifier justement, est-ce que les effets favorables ne sont pas contrebalancés par des effets secondaires? Est-ce que ça marche sur telle ou telle partie de la population ou pas? Si on veut transformer les politiques, si on veut transformer les politiques publiques, si on veut transformer l'éducation, etc., autant de domaines pour lesquels les comportements des acteurs dans l'éducation, les comportements des élèves, des profs, des parents sont importants, j'ai pensé, comme certains chercheurs, qu'il pouvait être intéressant de passer par la même méthode expérimentale et de pouvoir tester les choses.
Alors il y a des expériences dont vous avez entendu parler, comme la cagnotte, mais il y en a d'autres sur lesquelles on sait qui sont en train de se faire à bas bruit Pas et tout dont le je monde se pense souvient de la cagnotte. qu'elles pourront réinventer les Non. choses. Il faut raconter la cagnotte. Si vous en parlez. Voilà. La cagnotte est une. Ça vous dit qu'il y a des gens dans la salle qui ont entendu parler de la cagnotte. Comme il y avait une grosse affreuse. polémique au moment de la cagnotte. C'est méchant C'est la ça. cagnotte, c'est mal. Ah. Non, vous vous souvenez pas? Des profs de l'académie de Créteil, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'étaient demandé comment pouvoir lutter contre l'absentéisme de leurs élèves qui pouvaient atteindre. C'est des élèves au lycée professionnel, donc qui avaient plus de 16 ans, qui n'étaient pas soumis à l'obligation scolaire, de se demander comment est-ce qu'ils pouvaient les motiver pour qu'ils restent en cours. Et l'un des projets sur lesquels ils avaient travaillé et que nous avions soutenu et aidé à monter était un projet dans lequel, si l'absentéisme diminuait trimestre après trimestre, on mettait une petite somme d'argent qui permettait à la classe de financer un projet collectif, qui pouvait être un voyage, qui pouvait être l'acquisition d'un appareil, etc., etc. Ça suscitait un tollé comme si on allait introduire le veau d'or à l'école. Tout le monde se réfère au Québec. Moi, je suis allé au Québec il y a quelques temps, où ils font des tas de projets comme cela. Alors, ça ne s'appelle pas la lutte contre l'absentéisme, ça s'appelle le combat pour la persévérance scolaire. Ah ben Mais voilà, tout est là. C'est pas mal du tout. Vous restez à l'école, vous pouvez aussi participer à faire un disque de rock, à faire telle ou telle chose. Je crois que le retour à la motivation est très important. Mais en évoquant ces expérimentations, j'en pensais à... on en a lancé 300 qui sont aujourd'hui dans la nature, à une qui me paraît répondre à un des problèmes essentiels. J'étais frappé de voir que les adolescents rentrent dans la jeunesse par la porte de l'échec. Et que quand vous regardez dans ce pays comment on évalue les élèves, il y a toute une partie d'entre eux qui se trouvent avec des bulletins de classe nul, 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 nul. Et avec les acteurs avec lesquels on a travaillé sur la politique de la jeunesse, on est parti d'un postulat humaniste, considérant que nul enfant ne peut être nul en tout. Et on s'est dit, si nul enfant ne peut être nul en tout, qui est un postulat auquel je tiens beaucoup, et que l'institution les classe comme nuls, c'est peut-être pas les enfants qui sont nuls, c'est peut-être l'institution qui est nulle. Et est-ce qu'on ne peut pas donner comme mission à l'institution d'aller détecter ce dans quoi un enfant n'est pas nul? Parce qu'on peut à 12 ans être effectivement nul en maths et nul en français, mais pas pour autant nul en tout. Et donc, on a fait peser cette obligation en disant, vous devez aller chercher la compétence dans laquelle un enfant est bon. Soit elle est là et vous ne l'avez pas détectée, soit il est le soir dans son club de théâtre, le samedi chez les scouts, le matin à rendre service, telle ou telle chose, ou à avoir telle ou telle autre activité, et vous devez l'évaluer et vous appuyer dessus pour lui donner confiance. Soit il n'a pas d'autre activité et vous devez l'aider à trouver l'activité dans laquelle il va se révéler. Et donc votre obligation est simple, c'est ayez toujours la même exigence, ne dites pas d'une activité qu'elle est bien faite si elle est mal faite, vous devez avoir la même exigence, mais vous devez aider l'enfant à aller chercher le domaine dans lequel il est bon. Et ça, on l'expérimentera à partir du mois de septembre, parce que peut-être que ce postulat est faux, peut-être que tout ça c'est des fadaises, et que si on demandait à toutes les écoles de changer du jour au lendemain, il ne se passerait rien. En revanche, si on demande à quelques volontaires de pouvoir le faire, de comparer ceux qui le font et les élèves qui bénéficient de ce système par rapport aux élèves qui n'en bénéficient pas, on peut en tirer des enseignements. On a fait toute une série de programmes comme cela. On a aussi montré que quand on se donnait la peine au collège d'expliquer aux parents des enfants ce que le collège attendait des parents, ce que le collège attendait des enfants, ce que les parents pouvaient attendre de leurs enfants, ce que les parents pouvaient attendre du collège, on avait 1 an après une réduction de l'absentéisme, une augmentation des performances scolaires. C'est aussi bête que l'œuvre de Christophe Colomb. Ça coûte 1 000 € par classe de pouvoir faire cela et par an. Et en le faisant, on peut effectivement participer et contribuer à résoudre ces problèmes-là. Vous êtes impatient, donc je ne parle pas des entreprises maintenant. Parler des entreprises, je ne suis pas spécialement Plus tard, impatient. plus tard. Non, c'est qu'il faut permettre un temps de